Riyad Kouan, chargé d'enseignement du module économie monétaire et financière en S4. Mes chers étudiants, sabah al-khair. J'ai décidé donc de consacrer cette intervention à deux volets. Un premier volet qui permet de faire un récapitulatif de ce que nous avons traité en matière d'économie budgétaire, puis un second volet qui concerne le thème que je vous ai proposé. Nous avons précisé que l'analyse de la politique monétaire nécessitait de déterminer dans un premier temps le cadre dans lequel elle s'insère, à savoir la politique économique. Nous avons précisé à ce sujet que la politique économique est une politique de régulation qui suppose l'intervention de l'État dans les domaines économiques et sociaux, et cela suite à la crise des années 30. La question qui se pose est de savoir quelle politique économique choisir. Nous avons précisé que le choix en faveur de l'une ou l'autre des politiques économiques, et plus précisément de la politique budgétaire, de la politique des revenus ou de la politique monétaire, nécessitait la détermination de la conception, de l'explication que l'on se fait de la phase du cycle économique dans lequel on se trouve. 4 objectifs majeurs: croissance économique, emploi, lutte contre l'inflation et lutte contre le déséquilibre économique. Que prioriser? Quel objectif prioriser? Et par quels moyens y parvenir? Nous avons précisé qu'il était extrêmement difficile de répondre à cette question, tout simplement parce que les réponses peuvent être diverses. Pour les uns, il faut prioriser la croissance économique, pour d'autres l'emploi, pour d'autres la croissance et l'inflation et la lutte contre l'inflation, et ainsi de suite. Et la difficulté du choix résulte aussi du fait que nous évoluons dans un monde incertain, d'une part, et d'autre part, du fait que la réalisation d'un objectif peut impacter de façon négative l'un des autres objectifs, l'un ou plusieurs autres objectifs. Il est évident que cela impose l'établissement de prévisions. Et c'est sur la base de ces prévisions que l'on va faire le choix. Le choix entre la politique budgétaire ou la politique monétaire. Nous avons précisé qu'en fait, en général, on adopte les deux politiques et on essaie de combiner les moyens des deux politiques, de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Cela suppose l'existence d'une coordination, d'une concertation entre, d'une part, le gouvernement qui détermine la politique budgétaire et la Banque centrale qui détermine la politique monétaire. Une concertation impérative d'autant plus qu'elle doit déboucher sur un consensus, sur un accord, à propos et des objectifs à atteindre et des moyens nécessaires à leur réalisation. Quels sont les instruments de la politique budgétaire? Nous avons entamé notre travail par la définition de la politique budgétaire, en précisant que la politique budgétaire poursuit 3 objectifs majeurs. 1, l'allocation optimale des ressources. 2, la redistribution des richesses. 3, la stabilisation de la conjoncture. Et préciser par ailleurs que cette politique peut faire l'objet d'une relance en cas de recherche de croissance économique et de rigueur ou d'austérité en cas de récession ou de crise économique. On parle alors d'une politique expansionniste et
d'une politique restrictive. La relance, la phase de relance, implique donc un accroissement des dépenses, un accroissement des investissements, et la politique d'austérité ou de rigueur implique l'inverse, à savoir une réduction des dépenses et une réduction des investissements. Le tout accompagné, en principe, d'une politique de justice sociale axée sur l'outil fiscal. La phase de croissance, dans le cadre de la politique budgétaire, impliquerait un accroissement de la demande interne par le biais d'un accroissement des dépenses publiques et ou par l'accroissement des revenus disponibles. Accroissement des revenus disponibles qui pourrait résulter d'une baisse des impôts et ou un accroissement des prestations sociales. La politique de rigueur implique l'inverse. Quels sont alors les instruments de la politique budgétaire? Nous avons précisé que les instruments de la politique budgétaire sont au nombre de 3, à savoir les recettes, constituées par les impôts et taxes, 2, les dépenses destinées aux investissements, aux dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement, et enfin, la dette publique. La dette publique, au niveau national, sur le marché national et sur le marché international. Nous avons, suite à cela, précisé que la politique budgétaire peut être procyclique ou contracyclique, et que le choix en faveur d'une politique budgétaire procyclique ou contracyclique est fondamentalement un choix politique. Voilà un récapitulatif de ce que nous avons traité dans le cadre de la politique budgétaire. Suite à l'envoi des documents relatifs à la politique budgétaire, je vous ai demandé de traiter le thème des équilibres économiques et politiques économiques. Un certain nombre d'entre vous m'ont contacté pour avoir un éclaircissement sur ce thème. Et j'ai précisé que j'allais vous présenter l'approche méthodologique qui devrait en principe vous permettre de le traiter. Déséquilibre économique et politique économique. Réfléchissons. Il s'agit en fait d'établir un lien ou plusieurs liens entre d'une part les déséquilibres économiques et d'autre part la politique économique. Comment est-ce que l'on peut établir ce lien? D'abord, en précisant ce qu'est la politique économique. La politique économique a été définie comme étant une politique de régulation. Une politique de régulation nécessitant l'intervention de l'État, et ce, suite à la crise de 29. Un État interventionniste, tout simplement parce que le libre jeu du marché, préconisé avant cette crise, avait mis en évidence les limites extrêmes pour assurer la régulation économique. La crise de 1929 a démontré, si besoin est, que le marché était incapable d'assurer la régulation économique et en conséquence s'imposait une intervention publique, et ce dans le cadre de la politique économique. L'objet de cette politique économique est multiple. Régulation, bien entendu, mais quel type de régulation? La régulation, le type de régulation dépend fondamentalement de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve. Et nous avons alors précisé que le cycle économique se caractérisait par 4 phases: croissance, surchauffe, récession, reprise. Comment assurer la régulation? La régulation, la nature, le type de régulation dépend de l'objectif que l'on vise. De ce fait, l'État va intervenir par le biais de 2 types de politiques, une politique structurelle
de long terme et une politique conjoncturelle de court terme. La politique structurelle va agir sur un certain nombre de structures économiques et sociales. Et nous avons précisé que cette politique peut être de type industriel, de nature industrielle, agricole. Elle peut concerner la santé, elle peut concerner le système éducatif, par exemple. Alors que la politique conjoncturelle est une politique de court terme. Une politique de court terme qui intervient durant les différentes phases du cycle économique. En phase de croissance, cette politique se caractérise par des mécanismes que l'on peut caractériser de mécanismes du go, de la relance, et en cas de récession, cette politique s'accompagne d'une certaine austérité ou rigueur, et on qualifie cela de politique de stop. En conséquence, l'économie, connaissant une succession de phases de croissance et de récession, on va assister alors, dans le cadre de la politique conjoncturelle de court terme, à la mise en place de mécanismes de go et de mécanismes de stop, c'est-à-dire des mécanismes de stop and go. Il s'agit là de croissance. Quels sont les trois autres objectifs? 1. Emploi. 2. Inflation. 3. Équilibre extérieur. Le niveau général des prix peut enregistrer un accroissement général et durable. On parle alors d'un déséquilibre de type inflationniste. Le marché du travail peut connaître un déséquilibre qui génère un chômage. Il y a donc là de mettre en place des politiques anti-chômage et de façon plus précise des politiques d'emploi. Les relations avec l'extérieur peuvent être déséquilibrées. Et ce déséquilibre peut se manifester, à titre d'exemple, au niveau de la balance commerciale, en ce sens que les importations sont supérieures aux exportations. Si je prends uniquement ces trois déséquilibres, le déséquilibre inflationniste, le déséquilibre au niveau du marché de l'emploi et enfin le déséquilibre au niveau des relations avec l'extérieur, qui se manifeste entre autres par le biais de la balance commerciale, il nous appartiendrait alors de définir ce qu'est chacun de ces déséquilibres. Dans un premier temps, qu'est-ce que l'inflation? À ce sujet, il vous appartient de définir l'inflation comme de préciser ses origines, qui sont multiples. Deuxième déséquilibre. Le deuxième déséquilibre concerne le marché de l'emploi, le chômage. Qu'est-ce que le chômage? Quels sont les différents types de chômage? Comment se manifeste-t-il? Troisième déséquilibre, le déséquilibre extérieur. Qu'est-ce qu'on entend par déficit, par exemple, de la balance commerciale? Si on considère que la balance commerciale est constituée par des importations et des exportations, et si parallèlement à cela, on considère que le déficit provient de la supériorité des importations sur les exportations, il nous appartient alors de voir comment se réalise ce déséquilibre et quelles sont ses origines. La définition des trois déséquilibres nous permettra alors d'envisager le type de politique à mener. Le type de politique économique de façon générale et de façon plus précise, le type de politique conjoncturelle et structurelle. En conséquence, il nous appartient de démarrer notre travail par une introduction. Je propose que cette introduction se donne comme point de départ l'incapacité du marché à réguler l'activité économique et de ce fait la nécessité de l'intervention de l'État. Second point,
Cette intervention de l'État se manifeste à plusieurs niveaux, en ce sens qu'elle va poursuivre un certain nombre d'objectifs que l'on peut déterminer, qualifier sous forme de carré magique, à savoir croissance économique, emploi, lutte contre l'inflation, équilibre extérieur. La détermination de ces objectifs nécessite alors l'intervention de l'État sous deux formes, par le biais d'une politique structurelle et ou par le biais d'une politique conjoncturelle. Il s'agit donc alors de déterminer de façon précise la problématique à traiter. Dans quelle mesure la politique économique est à même de réduire les déséquilibres économiques. Voilà préciser le lien entre politique économique et déséquilibre économique. Ce lien peut être défini dans le cadre d'une problématique précise, à savoir dans quelle mesure la politique économique est à même de réduire les déséquilibres économiques. Afin de répondre à cette question, et là j'aborde le plan, il s'agit dans un premier temps de définir quels sont les déséquilibres économiques majeurs qui caractérisent le système économique. En conséquence, la première partie essaiera de traiter les trois déséquilibres suivants: inflation, chômage et déséquilibre extérieur. La première partie va donc traiter ces trois éléments, préciser ce qu'est et l'inflation et le chômage et le déséquilibre extérieur, préciser l'origine de ces trois déséquilibres, et une fois cela précisé, nous pourrions passer à la seconde partie, qui est la politique anti-déséquilibre. Politique anti-déséquilibre, c'est-à-dire une politique anti-inflationniste, une politique d'emploi et une politique réductrice du déficit extérieur. Comment aborder cela? Eh bien, tout simplement en précisant, bien entendu, dans un premier temps, que la politique économique est de deux types, une politique structurelle et une politique conjoncturelle. Déterminer ce qu'est la politique structurelle, ses objectifs et ses instruments, et faire de même pour la politique conjoncturelle. La détermination de la politique structurelle et conjoncturelle va nous permettre, dans un deuxième temps, de voir dans quelle mesure une politique structurelle est à même de résoudre tel ou tel déséquilibre. Prenons exemple du chômage. L'analyse du chômage va vous permettre de constater qu'on parle de chômage technologique, de chômage conjoncturel, de chômage structurel, etc. Que faire pour remédier au chômage? S'agit-il de moyens de court terme, permettant la réalisation d'objectifs de court terme, ou bien s'agit-il d'une politique anti-chômage qui s'inscrit dans le cadre d'une restructuration de l'économie, une restructuration de l'appareil productif? Le chômage l'emploi ne se décrète pas. L'emploi ne s'improvise pas. Créer des emplois nécessite un certain nombre de mesures au niveau du primaire, du secondaire et du tertiaire. Un certain nombre de mesures au niveau de l'agriculture pour lui permettre de créer plus d'emplois. Un certain nombre de mesures au niveau de l'industrie pour créer plus d'emplois. Un certain nombre de mesures au niveau des services, du tourisme, du transport, etc. pour créer plus d'emplois. Et qui crée ces emplois? Tant au niveau des services, du secondaire que du primaire, c'est les entreprises. Il y a donc lieu de mettre en place tout un ensemble de mesures en faveur de l'entreprise
principale source de création de la richesse et de distribution de la richesse et de création des emplois. Passons, donc il s'agit là d'une politique structurelle. Il est possible que l'encouragement des entreprises fasse appel à un certain nombre de mesures de la politique monétaire. Passons maintenant à la politique anti-inflation. La politique anti-inflationniste suppose, là encore, la détermination de l'origine de l'inflation. Si l'inflation est d'origine monétaire, si l'on considère que l'inflation est d'origine monétaire, il nous appartient de mener une politique monétaire à même de réduire les tensions inflationnistes. Si on considère qu'il s'agit d'une inflation par la demande, il faudrait peut-être là encore faire appel à la politique monétaire et à la politique budgétaire pour agir sur l'inégalité entre offre et demande. Il s'agit d'une politique budgétaire et une politique monétaire. Pour agir sur le déséquilibre extérieur, il faudrait agir sur les structures économiques et plus précisément sur l'entreprise marocaine et faire en sorte que l'entreprise marocaine puisse devenir exportatrice. C'est le seul moyen de réduire l'inégalité entre importation et exportation. Comment et dans quel domaine? Les domaines sont multiples. On constate que les accords de libre-échange, à titre d'exemple, ont permis d'enterrer des milliers d'entreprises marocaines et en même temps ont permis de créer d'autres entreprises ailleurs, des emplois ailleurs que chez nous. Revoir donc les accords de libre-échange et en même temps encourager l'entreprise à produire localement ce que nous consommons et répondre donc aux besoins de consommation de la population. Une parenthèse, 48% des besoins de consommation de la population sont couverts par des importations. Des mesures donc en faveur de l'entreprise pour qu'elle produise plus et mieux pour le marché local. Mais en même temps, des mesures aussi, et peut-être pour les mêmes entreprises, pour les encourager à aller rechercher des parts de marché à l'extérieur. Mais cela nécessite une autre politique que celle que nous menons actuellement. Vous avez constaté donc que la réduction des déséquilibres inflation, chômage et extérieur nécessite l'intervention de l'État par le biais de politiques économiques, des politiques qui peuvent être budgétaires ou monétaires. Je suis à votre disposition, mes chers étudiants, pour répondre à vos questions. Et comme vous le savez, j'ai mis à votre disposition une adresse mail, d'une part, comme j'ai mis à votre disposition mon numéro de téléphone personnel sur lequel vous pouvez me joindre en envoyant des messages, en posant vos questions. Comme j'ai consacré la semaine dernière quotidiennement 1h30 de 18h à 19h30 pour répondre en direct à vos questions sur WhatsApp. Je vous remercie.